Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de Parole d'université, la série d'interviews qui s'intéresse aux présidentes et présidents d'université. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Stéphane Braconnier, qui est président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour Stéphane Braconnier. Bonjour et bienvenue à l'université Paris-Panthéon-Assas. Merci pour votre accueil. Dans cette première partie, Stéphane Braconnier, on va s'intéresser à vous en tant que président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours et vos fonctions actuelles ? J'ai un parcours à la fois classique et un peu atypique. Classique parce que j'ai le parcours classique de tout universitaire, une soutenance de thèse, de doctorat, puis un recrutement dans l'enseignement supérieur à la fin des années 90, et puis ensuite une carrière universitaire qui m'a mené dans différentes universités, Poitiers évidemment, où j'ai fait toutes mes études, Le Mans, et puis ensuite l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Donc ce parcours est assez classique, un peu atypique parce que j'ai toujours souhaité compléter cette vie universitaire d'expériences pratiques de terrain, en quelque sorte, qui me permettaient de nourrir à la fois mon activité d'enseignement et mes recherches, puisque je me suis spécialisé dans une discipline, le droit public économique, qui exigeait, je pense, d'avoir une prise très forte avec le terrain, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu des activités pratiques, entre guillemets, assez nombreuses, que ce soit comme élu local à une période de ma vie professionnelle, ou comme consultant juridique de manière assez régulière. Et je crois que ce cumul entre ces différentes activités, et il y en a eu d'autres, évidemment, m'a permis d'avoir une vie universitaire à la fois riche et extrêmement stimulante. Et alors, à quel moment devient-on président d'université et pourquoi avez-vous fait ce choix ? La présidence de l'université, je dirais qu'elle intervient ça peut intervenir en tout cas à deux moments clés d'une carrière universitaire, soit à la fin d'une carrière universitaire, lorsque l'on a acquis au sein d'un même établissement une certaine expérience qui vous permet de bien connaître l'établissement, et puis peut-être d'avoir, par cette expérience-là, acquis la conviction qu'il faut faire évoluer l'établissement dans un sens ou dans un autre. Je crois que c'était le modèle un peu traditionnel du président de l'université qui, à un moment de sa carrière, arrivait à cette présidence, un peu tant en raison de son âge qu'à raison de son expérience, l'un d'ailleurs n'allant pas sans l'autre. Et puis il y a une autre voie qui est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui, qui est celle de la vision que l'on a de l'établissement dans lequel on exerce ses fonctions de professeur ou de direction de master ou de directeur de centre de recherche. La vision de cette université qui vous donne à un moment donné la conviction que vous pouvez participer à la mise en œuvre d'un projet collectif, et que non seulement vous pouvez participer, mais vous pouvez peut-être porter ce projet collectif au sein de l'établissement. Et je m'inscris évidemment un peu plus dans cette logique-là, au-delà du fait qu'évidemment, ça nécessite quand même d'avoir acquis une certaine expérience pour pouvoir faire prospérer cette expérience. Mais je dirais que c'est surtout la conviction de pouvoir porter un projet innovant pour l'université, de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de convictions au service d'un projet collectif. Et je crois que un peu avant, en 2020 en tout cas, au moment où cette opportunité s'est présentée, eh bien, j'avais cette conviction que je pouvais être utile, en tout cas, à la collectivité. On n'imagine pas forcément le quotidien d'un président d'université, les missions d'un président d'université. Est-ce que vous auriez rapidement quelques points positifs, quelques inconvénients justement à nous partager ? Les points positifs, c'est justement que vous animez une communauté. Et je dirais que animer une communauté, qui est une communauté extrêmement riche, puisqu'elle est composée grosso modo de trois grandes composantes. Les étudiants, qui sont la composante la plus importante et la plus nombreuse, évidemment. Les personnels administratifs, et puis les personnels enseignants, chercheurs, professeurs, maîtres de conférences, ATER, doctorants contractuels. Donc l'animation de cette communauté, c'est probablement ce qu'il y a de plus enrichissant et de plus stimulant en quelque sorte au sein dans la fonction de président d'université. Ce qui est très stimulant également, c'est le fait de porter un projet, et de porter un projet, je dirais, sur un temps
relativement long. Et on a la chance à l'université Paris-Panthéon-Assas d'avoir un mandat de président qui est un mandat de 5 ans, ce qui vous donne de la perspective pour pouvoir porter ce projet collectif. Donc il y a ces deux composantes-là de la fonction présidentielle qui sont extrêmement intéressantes, animer une communauté et puis porter un projet politique de moyen et de long terme. Évidemment, il y a des inconvénients, comme dans toute fonction. Ces inconvénients, c'est de voir justement le temps que vous pourriez consacrer à animer cette communauté, à consacrer du temps aux membres de cette communauté, le temps que vous pourriez consacrer à votre projet politique, au projet que vous portez pour l'université, de voir ce temps grignoté, obéré par les petits inconvénients de la vie en collectivité qu'il faut gérer et qui parfois prennent beaucoup de temps, trop de temps, de voir ce temps obéré par des complications administratives, ce qu'on peut appeler de manière générale la technocratie, qui là encore vous prennent du temps, de l'énergie, et ce temps et cette énergie que vous consommez pour ces petits tracas de la vie quotidienne à l'université, ces petites difficultés, eh bien, ou pour gérer des affaires administratives ou purement bureaucratiques, eh bien, c'est du temps en moins pour le projet et pour la communauté. C'est ce qui est parfois un peu frustrant dans la vie d'un président d'université. Merci Stéphane Braconnier. Pour terminer cette partie, Stéphane Braconnier, est-ce que vous auriez une anecdote en tant que président ? Je ne sais pas si c'est une anecdote. En tout cas, l'événement que je vais relater est assez révélateur de la capacité qu'a un président d'université, avec son équipe évidemment, parce que tout seul il y a peu de choses qui est possible, mais avec son équipe de faire bouger les lignes assez rapidement. C'est la capacité que nous avons eue durant l'année 2021, en quelques mois, entre 6 et 8 mois, à monter le projet d'établissement public expérimental et à le faire aboutir par le décret du 27 décembre 2021 qui a créé la nouvelle université Paris-Panthéon-Assas, notre établissement public expérimental. Alors c'est pas une anecdote, mais c'est assez révélateur de la capacité que nous avons au sein des universités de faire, et lorsque l'on mobilise toute la communauté universitaire, de faire dans un temps relativement réduit. Deuxième partie maintenant, dédiée à l'université Paris-Panthéon-Assas, hier, aujourd'hui et demain. Peut-être rapidement pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'histoire de l'université ? Alors l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est une des héritières de l'université de Paris, notamment de la faculté de droit de l'université de Paris, faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Paris, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons cette caractéristique qui est presque unique parmi les universités parisiennes, d'être une université sinon monodisciplinaire, du moins avec des disciplines extrêmement proches les unes des autres, le droit bien évidemment, puisque comme je l'ai dit, nous avons hérité de l'essentiel de la faculté de droit de l'université de Paris, les sciences économiques, les sciences de gestion, sciences politiques, et puis les sciences de l'information et de la communication, puisque Assas a également hérité, au moment de la création des 13 universités parisiennes, de l'Institut français de presse, qui faisait partie de l'université de Paris. Donc ça, c'est l'histoire de notre université, qui évidemment est très attachée à celle de l'université de Paris, qui elle-même est attachée à l'histoire de l'université parisienne depuis le collège de la Sorbonne. Alors dans de nombreux classements, et puis historiquement, Assas Université est souvent citée comme première faculté de droit, d'économie-gestion. Pourquoi, selon vous, et en êtes-vous fier ? Bien sûr qu'on en est fier. Quand on est président d'université, on est toujours très fier des réussites de son établissement, ne serait-ce que parce que l'on prend conscience que cette réussite-là, c'est d'abord la réussite de la communauté universitaire, et que sans la mobilisation de ce collectif, ces réussites ne sont pas possibles. Et pourquoi sommes-nous très souvent classés dans les toutes premières places, et très souvent à la première place, dans les disciplines juridiques, dans les disciplines économiques et dans les autres disciplines de l'université ? Je crois que pour une raison simple, c'est que dans l'ADN de notre université, il y a 2 points qui sont très importants. Il y a évidemment l'excellence académique, c'est-à-dire que nous avons une communauté universitaire, en particulier des enseignants, des professeurs, des maîtres de conférences, qui sont extrêmement mobilisés pour offrir un enseignement
enseignement de qualité, pour porter des projets de recherche qui sont des projets de recherche de très grande qualité. Et cet enseignement et cette recherche de très haut niveau, de très grande qualité, permet d'avoir un deuxième facteur qui lui-même participe de cette réussite-là, qui est l'insertion professionnelle de nos étudiants et de manière plus générale, la réussite de nos étudiants, que ce soit dans les carrières du secteur privé, bien évidemment, mais également dans les carrières du secteur public. Donc c'est cette conjugaison de l'excellence académique, à la fois dans la recherche et dans la formation, et de l'insertion professionnelle parfaitement réussie de nos étudiants, qui joue, je crois, un rôle essentiel dans les premières places que nous occupons dans les classements. Alors, dans son histoire, à certains moments, Paris 2 a parfois été perçu comme une université proche de certains mouvements politiques d'extrême droite. J'aimerais votre regard en tant que président de l'université Paris-Panthéon-Assas et peut-être pour marteler les réelles valeurs de l'université. Alors, je crois que ce constat que vous faites, où les fantasmes qu'entretiennent encore aujourd'hui certains médias ou certains réseaux sociaux, c'est, comme je le disais à l'instant, ça tient davantage du fantasme ou de la légende. En tout cas, ce n'est absolument pas une réalité. Les valeurs qui sont celles de l'université, Paris-Panthéon-Assas, la manière dont les programmes sont portés, dont le projet de l'université est porté et partagé par la communauté, tout cela est parfaitement étranger aux idées que peuvent défendre les mouvements d'extrême droite auxquels vous faites référence, et mouvements d'extrême droite qui, effectivement, à un moment donné, ont été présents au sein de l'université, notamment à la fin des années 60 et surtout durant les années 70. Tout ça est terminé. Je dirais qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont celles de l'université, même s'il y a à l'université un certain nombre de valeurs plus traditionnelles autour du travail en particulier, qui restent extrêmement présents, mais ces valeurs-là n'ont évidemment plus rien à voir avec les idées défendues par les mouvements d'extrême droite. Donc, je crois qu'il faut totalement faire disparaître ce fantasme ou parfois par volonté de nuire, il faut bien le dire, de la part d'un certain nombre de réseaux sociaux, volonté de nuire à l'université. Je crois que c'est quelque chose qui a totalement disparu. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder les résultats aux élections aux conseils centraux de l'université pour constater que l'essentiel des sièges sont aujourd'hui occupés par des associations apolitiques et absolument pas par des associations ou des mouvements politiques, ou en tout cas pas par des mouvements politiques de l'extrême droite. Merci Stéphane Braconnier pour toutes ces réponses. Peut-être un mot maintenant sur les grandes caractéristiques de l'université en 2023-2024. Alors, je crois que l'université Paris-Panthéon-Assas, ce qui la caractérise aujourd'hui, c'est trois choses. D'abord, c'est une université qui n'a pas peur d'innover. Et ça, je crois que c'est particulièrement marquant dans un environnement où parfois les conservatismes sont parfois un peu bloquants sur un certain nombre de projets. Notre université est une université qui n'a pas peur d'innover, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment eu peur d'innover. Il faut penser que l'université Paris-Panthéon-Assas a été la première université, il y a maintenant une dizaine d'années, à avoir mis en place une licence en droit intégralement à distance, par exemple, ce qui était une véritable innovation. Donc, nous avons une université qui aujourd'hui n'a pas peur d'innover. Sa deuxième caractéristique très importante, c'est ce que c'est une université très ouverte sur son environnement professionnel. J'ai tendance à dire, j'ai souvent coutume de dire plus exactement que Assas, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est très business friendly, c'est-à-dire qu'elle a toujours été proche des milieux professionnels, et surtout elle n'a jamais eu peur d'entretenir des relations partenariales extrêmement fortes avec les milieux professionnels, non pas pour entretenir des relations aimables et de salon avec les professions qui recrutent nos étudiants, mais parce que notre offre de formation doit s'adapter constamment aux demandes, aux besoins des milieux professionnels pour faciliter derrière l'insertion de nos étudiants. Donc cette ouverture sur cet environnement professionnel
pour moi, il est extrêmement important. Et puis la troisième caractéristique de notre université, c'est que c'est une université qui est très ouverte sur l'Europe et l'international. Nous avons 3 campus délocalisés à l'étranger. Nous venons d'entrer dans une université européenne, l'université For You+. L'avenir de l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est ma conviction, et je crois qu'elle est partagée au sein de l'université. L'avenir de l'université Paris-Panthéon-Assas, il se dessine aussi en très grande partie à l'extérieur de nos frontières, que ce soit en Europe, bien sûr, mais aussi à l'international. Et là encore, ma responsabilité de président, notre responsabilité collective à l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est de préparer au mieux l'université à ce qui est, à l'évidence, un défi. Alors j'aimerais revenir un peu plus longuement sur l'EPE, donc l'établissement public expérimental, cette alliance un peu augmentée avec des établissements comme l'EFRAY ou l'ISIT. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là ? Il y a 3 raisons, je crois, qui ont justifié ce choix-là. D'abord, lorsque j'ai été élu en novembre 2020, je souhaitais sortir définitivement l'université d'un débat qui l'agitait depuis quasiment 10 ans, qui était le débat des regroupements universitaires. Vous savez que Assas avait participé à un regroupement avec Sorbonne Université, enfin les universités Paris 4 et Paris 6, qui sont devenues Sorbonne Université ensemble, qu'ensuite Assas était sorti de ce regroupement, qu'il y avait eu des projets intermédiaires qui n'avaient pas abouti. Bref, je trouvais, et j'avais constaté en tant qu'enseignant-chercheur, professeur au sein de l'université, que ce débat nous occupait beaucoup et qu'en définitive, il n'avançait pas beaucoup. Et donc, d'emblée, dès mon élection, j'ai voulu clore ce débat. Et pour clore ce débat, il fallait apporter une solution à la communauté universitaire. Et la solution qui a été trouvée, c'était celle de l'établissement public expérimental, en y associant non pas d'autres universités, puisque le paysage universitaire francilien en particulier était quand même stabilisé à ce moment-là, mais de faire entrer dans notre établissement public expérimental des écoles privées, mais des écoles privées qui répondent à un projet académique précis, notamment parce que nous voulions que l'université Paris-Panthéon-Assas soit le mieux armée possible pour affronter les grands enjeux du monde contemporain, ou plus exactement, pour que nos diplômés soient en mesure d'affronter au mieux les grands enjeux du monde contemporain. 2 en particulier, le défi du numérique, et notamment le défi du numérique dans l'environnement juridique, ce qu'on appelle la Legal Tech, ce qui a justifié en particulier que nous fassions entrer l'école EFRAY Paris au sein de l'établissement public expérimental pour avoir cette compétence numérique, d'ingénierie numérique. Et puis un autre exemple, c'est les enjeux sur les médias, la désinformation, la communication sur les réseaux sociaux, les enjeux du numérique également dans la communication. Et je souhaite qu'à Assas émerge un grand pôle médias, communication d'envergure européenne et à terme internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir le CFJ, l'école W et également l'Institut national de l'audiovisuel qui devrait nous rejoindre comme établissement composante dans quelques mois. Donc cette raison-là, elle était également très importante. Je souhaitais, au-delà du fait de régler une question institutionnelle, que nous puissions aussi répondre à un défi de société. Comment offrir à nos étudiants des formations enrichies autour des grands enjeux du monde contemporain. Et puis, troisième raison, qui est une raison, je dirais, plus endogène à l'université, c'était d'essayer de trouver un statut et un modèle qui mettent en adéquation l'ADN de l'université, ce que nous sommes, avec son statut, ou plus exactement le statut avec son ADN. Ça a été la réflexion autour du statut de grand établissement, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de créer un établissement public expérimental qui a vocation, au moment de la pérennisation de l'expérimentation, de devenir un grand établissement. Avant de clôturer cette partie, est-ce que vous auriez une ou plusieurs nouveautés, actualités à nous partager aujourd'hui ? Oh, écoutez, l'actualité de l'université Paris-Panthéon-Assas dans les semaines qui viennent, ça va être à l'évidence la sortie de l'expérimentation, puisque nous allons demander
au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à sortir de notre expérimentation aux alentours du 1er janvier 2024, pour que durant toute l'année 2024, il y ait un processus d'évaluation de notre expérimentation, que nous puissions pérenniser nos statuts. La grande nouveauté aussi de 2024, c'est évidemment la consolidation de notre présence au sein de l'Alliance européenne et de l'Université européenne ForEU+, dans laquelle nous sommes entrés au mois de juin, mais tout reste à faire. Hein. Nous sommes maintenant membres à part entière de l'Université ForEU+. La question, c'est de savoir ce que nous allons y faire et ce que nous allons y faire avec nos partenaires. Puis je dirais que s'il faut choisir un troisième projet, c'est Assas Executive, c'est-à-dire la refonte de toute la formation continue et formation exécutive d'Assas Université. Nous avons un centre qui s'appelle le CFP, le Centre de formation permanente, qui depuis des décennies fait un travail remarquable en matière de formation continue, mais le besoin s'est fait sentir ces derniers mois, ces dernières années, de réinventer un peu la formation continue, de la repenser, de la réorganiser. Nous avons participé à un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur l'appel à projet accélération des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche, et nous avons été lauréats et dotés par l'État d'un peu moins de 8 millions d'euros pour mener à bien ce projet de création d'Assas Executive. Ça, c'est un vrai défi, parce que je suis convaincu que nous avons un foyer inexploité, un trésor quasiment inexploité en termes de formation continue dans les disciplines juridiques, économiques et de gestion, qu'il nous faut porter cette formation continue et donc de nous doter d'un outil qui soit dimensionné à la hauteur de l'enjeu que nous voulons réussir. Troisième partie maintenant dédiée à Assas Université dans l'enseignement supérieur. Première question, il y a une réforme du bac avec des questions de niveau et de parcours différenciés. Dans quelle mesure cela vous a demandé à l'université de vous adapter ? La véritable adaptation qui est liée à la réforme du bac, je dirais que c'est pas tant une adaptation dans l'offre de formation en tant que telle, c'est plutôt une adaptation dans la manière dont nous avons accueilli, nous sommes conduits à accueillir les nouveaux bacheliers à l'université. D'abord à examiner leur dossier sur Parcoursup. Je crois que la réforme du bac, là, il y a un enjeu extrêmement fort. Comment examinons-nous plus exactement les dossiers de ces bacheliers sur Parcoursup ? Moi, j'ai beaucoup regretté, je l'ai dit, que la parole des présidents d'université n'ait pas été entendue par le ministère de l'Éducation nationale au mois de juin dernier, lorsque, je dirais un peu brutalement, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a décidé de reporter en juin les épreuves de spécialité qui, en 2023, ont été organisés au mois de mars, et l'ensemble des présidents d'université, de manière quasi unanime, étaient très favorables à l'organisation de ces épreuves en mars, parce que ça permettait justement d'injecter les notes de ces épreuves de spécialité dans les dossiers Parcoursup. Avec des épreuves en juin, évidemment, les notes des épreuves de spécialité deviennent totalement inutiles, entre guillemets. Donc là, il y a un premier enjeu. La réforme du bac, elle a un impact sur la manière dont les universités accueillent du moins examine les dossiers des bacheliers sur Parcoursup. Le deuxième enjeu, qui est sous-jacent à votre question, c'est la manière dont nous les accueillons. Les bacheliers d'aujourd'hui ne sont pas formés de la même manière que les bacheliers d'hier, notamment parce que, ils ont fait porter leur attention sur 3 matières de spécialité d'abord en première, puis sur 2 en terminale, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent en première année d'études supérieures, ils n'ont plus peut-être une formation aussi généraliste qu'ils l'avaient par le passé. Je pense notamment à nos étudiants en première année d'éco-gestion, par exemple, qui est une filière dans laquelle on sait que l'exigence du niveau en mathématiques est très élevée. Nous devons tenir compte du fait qu'un certain nombre de bacheliers n'ont pas suivi la spécialité mathématique en terminale, ce qui est évidemment un handicap pour ceux qui veulent intégrer une filière d'éco-gestion. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une remise à niveau en mathématiques pour les élèves de première année de la filière éco-gestion. Donc c'est toutes ces questions-là. Nous sommes obligés évidemment de tenir compte de la réforme du baccalauréat, qui est une réforme systémique, qui est une réforme qui a eu un impact évidemment extrêmement fort sur l'organisation de l'enseignement secondaire. L'impact est évidemment beaucoup plus faible sur l'enseignement secondaire, mais je crois que c'est un impact qui, dans l'enseignement secondaire, se fera peut-être sentir sur un nombre d'années un peu plus long.
Vous avez évoqué, Stéphane Braconnier, Parcoursup, justement, à peu près 5 ans après le début de cette nouvelle plateforme. Est-ce que vous en êtes pleinement satisfait en tant que président d'université? Pleinement satisfait, ce serait sans doute beaucoup dire. En revanche, ce qui est certain, c'est que cet outil, Parcoursup, qui a été beaucoup décrié, trop décrié probablement, c'est un outil aujourd'hui, je crois, qui est indispensable pour les lycéens qui sont en fin d'études, en première ou en terminale, et pour nous, les universités. Un outil qui est indispensable pour les lycéens parce que Parcoursup, je crois, que c'est un outil extrêmement riche en termes d'informations, en termes de données chiffrées, de critères de sélection des étudiants dans les filières sélectives, de critères d'analyse des dossiers dans les filières qui ne sont pas sélectives. Aujourd'hui, un lycéen qui est en première, qui est en terminale, qui commence à se préoccuper de son avenir dans l'enseignement supérieur, eh bien à partir du mois de janvier, il va pouvoir aller sur Parcoursup et là, il va pouvoir glaner une masse d'informations comme on en trouve rarement, y compris sur les meilleurs sites internet des médias spécialisés dans l'enseignement supérieur. Parcoursup, de ce point de vue-là, c'est une source d'information qui est assez unique, et qui est assez unique évidemment en France, mais qui est assez unique aussi dans les autres pays européens. Puis je le disais aussi, c'est un outil qui est indispensable pour les universités, et en particulier pour nous, présidents d'université, qui accompagnons les commissions de sélection sur Parcoursup, qui accompagnons qui mettons en place ces commissions-là, qui vont avoir à traiter les milliers de dossiers que nous recevons tous les ans, tant pour nos filières sélectives que pour nos filières non sélectives. Comment ferions-nous pour traiter les 30 000 dossiers, plus de 30 000 dossiers que nous recevons à Assas tous les ans pour l'ensemble de nos filières, si nous n'avions pas un outil comme Parcoursup qui nous permet d'avoir un premier classement de ces dossiers, une analyse de ces dossiers, qui soit une analyse de ces dossiers suffisamment rationnelle pour que, au final, la décision qui est prise d'accepter ou non un étudiant dans l'une de nos filières soit une décision qui soit suffisamment rationnelle pour pouvoir être expliquée. Alors bien sûr, il y a encore des progrès à faire, en termes de transparence sur les critères, mais plus encore que sur les critères, c'est peut-être sur la manière dont une université aboutit à un résultat donné. Je donne souvent cet exemple-là de deux bacheliers qui sont issus à peu près du même secteur de Paris, de deux lycées différents certes, mais du même secteur de Paris, avec un niveau à peu près comparable, des spécialités qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont assez proches les unes des autres. L'un des deux va être pris immédiatement à l'université en éco-gestion ou en droit par exemple, et puis le deuxième, lui, va être classé 250e, 300e, voire 1000e sur la liste d'attente, sans que l'on comprenne vraiment ce qui motive et ce qui justifie cette différence aussi importante qui est liée à la part d'aléa qu'il reste dans Parcoursup, en dépit des progrès considérables qui ont été faits dans l'amélioration de l'outil. Donc, satisfait de l'outil, pleinement satisfait sans doute pas, mais en tout cas c'est un outil qui aujourd'hui est absolument indispensable. Et en un mot, il y a par exemple des écoles d'ingénieurs comme l'EFREC qui se sélectionnent à travers un concours. Ce serait quelque chose qui serait envisageable pour vous en tant que président ou pas? Alors pour l'instant, ça n'est pas possible, évidemment pour les filières, les diplômes nationaux que nous avons, qui sont des filières qui ne sont pas sélectives. En revanche, pour un certain nombre de nos filières sélectives, je pense par exemple au collège de droit, eh bien là, nous avons mis en place déjà des épreuves, épreuves écrites d'abord, puis d'abord admissibilité sur dossier, puis épreuve écrite, et enfin épreuve orale, enfin entretien oral. Donc on a déjà une certaine forme d'expertise pour ce qui est de nos filières sélectives. En revanche, évidemment, pour nos filières qui ne sont pas sélectives, nous ne pourrons pas organiser ce type de concours. Un mot maintenant sur la loi OR. Est-ce que les effets ont été bénéfiques pour l'université Paris-Panthéon-Assas? Est-ce que ça a permis d'améliorer la réussite des étudiants? Alors, améliorer la réussite des étudiants, oui, probablement. Et si on prend les chiffres, effectivement, de la réussite en licence, clairement, il y a eu une amélioration du taux de réussite des étudiants en licence, même si on extrait de ces statistiques les années 2020-2021, qui, en raison de la crise sanitaire, donnent des résultats qui ne sont sans doute pas totalement probants. Je crois qu'il y a eu une amélioration de la réussite des étudiants, d'abord parce que
peut-être nos filières ont été organisées différemment, nous avons pris un certain nombre de mesures ces dernières années pour être attentifs à la réussite de nos étudiants, mais aussi parce que Parcoursup a fait que nous accueillons à l'université probablement aussi des étudiants qui ont un niveau un peu plus élevé que par le passé, parce que Parcoursup, par la mécanique qu'elle met en place, du fait qu'elle tient compte d'un certain nombre de critères, dont notamment les résultats obtenus par les lycéens aux épreuves anticipées de français, au baccalauréat, eh bien, nous permet d'avoir des étudiants qui ont un niveau qui, de manière générale, a eu certainement tendance à augmenter. Donc, dire que c'est la loi OR toute seule qui a produit ce résultat, je n'en suis pas sûr. Parcoursup y a contribué, l'établissement y a contribué, la manière dont nous gérons notre offre de formation, les mécanismes d'accompagnement de nos étudiants y ont contribué également. Il faut en tenir compte. Cette année était la première année de la nouvelle procédure Mon Master. Comment ça s'est passé pour Assas Université et avez-vous bien respecté les règles ? Alors, autre fantasme, mon master, vous savez que c'est un sujet qui a passionné l'université. J'ai toujours été très favorable à la mise en place de la plateforme nationale Mon Master. À partir du moment où le choix a été fait de sélectionner les étudiants, et là j'emploie le terme sélection à dessein, puisque c'est une véritable sélection, de sélectionner les étudiants en première année de master, la création d'une plateforme nationale me paraissait s'imposer parce qu'il fallait offrir aux étudiants une plateforme leur permettant d'opérer des choix en connaissance de cause et de pouvoir opérer des choix de manière, je dirais, facilitée. C'est-à-dire en n'ayant pas à déposer un dossier dans chaque université. Là, l'intérêt de la plateforme nationale, c'est que vous déposez un dossier et vous dites dans quelle université vous êtes candidat, dans quel parcours de master. Donc, moi, j'ai toujours été très favorable à la création de cette plateforme nationale. Premier point. Deuxième point, j'ai toujours été très défavorable à ce qu'il y ait une hiérarchie des vœux. C'est-à-dire une hiérarchie contraignante pour les étudiants qui les obligerait, par exemple, lorsqu'ils sont pris dans un choix qu'ils auraient classé numéro 1, à aller nécessairement dans ce choix numéro 1. Donc la hiérarchisation automatique et contraignante, j'y ai toujours été résolument hostile, pour une raison simple, c'est que je crois qu'il faut laisser jusqu'à la fin du processus la liberté à l'étudiant de s'inscrire dans la filière de son choix. Donc, j'étais favorable à la mise en place d'une plateforme nationale et hostile à une hiérarchisation automatique et contraignante. À l'université Paris-Panthéon-Assas, lorsque la plateforme Mon Master a été ouverte, nous avons multiplié le nombre de nos candidats par 4. Nous sommes passés d'un peu plus de 12 000 candidats en 2022 à 47 000, presque 48 000 candidats en 2023. Donc inutile de vous dire qu'il a fallu faire face ici à un afflux de candidatures dans les presque 80 parcours de master de l'université. Alors nous avions évidemment tout mis en place pour que les choses se passent au mieux, naturellement, sur le plan technique, sur le plan de la gestion de la plateforme nationale et de son interaction, de sa combinaison avec nos propres outils de gestion des inscriptions. Mais l'afflux des dossiers nous a conduit à nous poser la question de savoir si nous ne pourrions pas offrir aux étudiants la possibilité de nous dire de manière un peu plus claire, parmi toutes leurs candidatures, celles qui avaient leurs préférences. Non pas tant pour attacher à cette expression des préférences une conséquence quelconque, examen de dossier, pas d'examen de dossier, vous allez être obligé d'aller dans votre choix 1, on va pas examiner votre choix 3, ça c'est encore un peu du fantasme, mais simplement pour donner aux commissions de sélection qu'ils souhaitaient. Toutes n'étaient pas obligées d'utiliser ces données-là, de leur donner une information complémentaire. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à tous les candidats à un parcours dans l'université Paris-Panthéon-Assas d'exprimer les 4 parcours ayant leur préférence et de nous dire, dans l'ordre, quels étaient les 4 parcours ayant leur préférence. Plus de 95% des candidats ont répondu. Nous avons transmis ces choix aux commissions de sélection qui étaient parfaitement libres de les utiliser ou pas. Les candidats étant d'ailleurs parfaitement libres de répondre ou pas à la question que nous leur avons posée. Nous avons transmis tout ça, et j'insiste, puisque votre question c'était « Avez-vous respecté les règles ?», la seule question pertinente ici, c'est « Existait-il une règle qui nous interdisait de demander
aux candidats d'exprimer les 4 parcours ayant leurs préférences. Non. La réponse est non. Il n'existe et il n'existait aucune règle qui nous interdisait de poser cette question facultative aux candidats à un master à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et quand je dis qu'on les a interrogés sur les parcours ayant leurs préférences, je ne vise ici que les parcours de l'université Paris-Panthéon-Assas. Donc c'était une question parfaitement interne à l'université, et encore une fois, facultative. Et j'ajoute, pour être parfaitement clair sur cette question, que non seulement il n'existait aucune règle qui nous interdisait de le faire, et que par voie de conséquence, nous n'avons violé absolument aucune règle, mais qu'en plus, cette question allait clairement dans le sens de l'intérêt des étudiants. Lorsque vous avez 47 000 dossiers à gérer en un temps extrêmement limité, quel est le réflexe quel peut être le réflexe en tout cas de la commission de sélection en master? C'est d'utiliser exclusivement les notes, et en particulier les notes des 2 premières années de licence et du premier semestre de master. Donc d'avoir une vision purement algorithmique des choses. On prend en compte les notes, et puis on fait un classement, et ça va nous donner la liste de ceux qui sont admis dans le parcours de master. Or, nous tenions, et nous tenons toujours, à ce qu'il y ait un examen aussi exhaustif et précis possible des dossiers, comme nous l'avons toujours fait à l'université Paris-Panthéon-Assas. Je parlais tout à l'heure de l'exemplarité ou de l'excellence qui prévaut dans l'ADN de l'université. Ça vaut aussi pour l'examen des étudiants en première année de master. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, pour asseoir et améliorer l'examen des dossiers, pouvoir avoir cette information qui était une information qui donnait une indication sur la motivation d'un étudiant à entrer ou pas dans un parcours de master. Donc c'était purement facultatif, purement complémentaire, et en tout cas, rassurez-vous, nous n'avons violé aucune règle. Merci Stéphane Braconnier, c'est bien entendu. Depuis une petite décennie, on voit fleurir un certain nombre d'écoles privées du droit. Vous, votre position en tant que président d'Assas Université? Je crois que moi, j'ai pas de position qui serait par principe hostile à ces écoles privées. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et si ces écoles privées peuvent jouer un rôle dans le paysage de l'enseignement supérieur, si ces écoles privées ont une fonction utile dans la formation des jeunes, eh bien, pourquoi pas. Ce à quoi, en revanche, je suis extrêmement attentif, c'est à 2 choses. La première, c'est le discours qui est tenu par ces écoles, qui est un discours parfois trompeur. Je dis pas qu'il est toujours trompeur, mais il est parfois trompeur. Dire, par exemple, qu'ils vont offrir, qu'ils offrent, ou qu'elles offrent, plus exactement, aux jeunes lycéens, une formation hors Parcoursup qui va leur permettre d'acquérir les mêmes diplômes, ou quasiment les mêmes diplômes, au sein de l'université. Ça, c'est trompeur. C'est trompeur pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une stratégie de contournement de Parcoursup qui, évidemment, ne conduira pas le lycéen à acquérir un diplôme de l'enseignement supérieur et ni a fortiori un diplôme universitaire, et surtout un diplôme universitaire qui lui permettra d'accéder en particulier aux carrières dans un certain nombre de professions réglementées. Si je prends les professions juridiques que nous connaissons bien, les avocats, les notaires, etc., qui exigent évidemment que l'on soit titulaire d'un master et d'un master universitaire. Donc nous sommes très attentifs à ce que le discours qui est tenu par ces écoles privées du droit, que certains qualifient parfois d'officines, eh bien, ne soit pas un discours trompeur. Il ne faut pas tromper les lycéens sur la marchandise qui est vendue, si je puis dire. On ne vend pas dans ces écoles-là des diplômes qui sont du même type que ceux qui sont offerts par les universités. Premier point. Deuxième point, la concurrence déloyale. Cette concurrence déloyale, elle tient évidemment à des questions de financement. Ces écoles qui parfois arrivent à capter du financement public, notamment à travers l'alternance, à travers l'apprentissage. Là, il y a un vrai sujet qui doit être entendu par l'État, qui est entendu par l'État. Vous savez qu'il y a eu toute une série de rapports, HCERS, Commission des affaires culturelles du Sénat, etc. Il y a eu toute une série de rapports qui ont été faits sur cette question. Et là, il y a un vrai sujet, parce que si ces écoles-là arrivent à prospérer et à utiliser, à capter une part de l'argent public, alors même qu'elles n'ont pas les mêmes contraintes que celles qui pèsent sur les diplômes nationaux des universités, là, nous allons avoir une difficulté. Donc, je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut faire disparaître ou s'il faut maintenir ces écoles privées. Elles ont peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas étudier le problème de manière aussi approfondie que ceux qui ont rendu des rapports sur le sujet, même si je m'y suis intéressé un petit peu. Mais en tout cas, ces écoles-là, si elles doivent
perdurer dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, et encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de raison a priori de penser qu'il faut les faire disparaître, eh bien, il faudra également imaginer un modèle de régulation, et un modèle de régulation publique qui permette de s'assurer que chacun, est bien informé de ce dans quoi il s'engage lorsqu'il s'inscrit dans ces écoles-là, et que ces écoles-là ne viennent pas faire aux universités une concurrence qui serait à la fois déloyale et fondée sur un discours trompeur. Dernière question, il y a des présidents d'universités qui ont publié une tribune dans laquelle ils demandaient la mise en place d'une allocation universelle pour les étudiants, pour tous les étudiants. Vous, quel est votre regard et quelle est votre position sur le sujet? Je n'y suis pas favorable, et je n'y suis pas favorable pour une raison simple, c'est que pour moi, l'égalité des chances, c'est donner à ceux qui le souhaitent, et en fonction de leurs moyens, la capacité de réussir. En d'autres termes, l'égalité des chances, c'est aider plus ceux qui en ont besoin, et un peu moins ceux qui en ont le moins besoin. Donc, la question, c'est de savoir comment on mobilise l'argent public pour rétablir l'égalité des chances, puisqu'en réalité, il ne s'agit pas de créer l'égalité des chances, mais de rétablir une forme d'égalité des chances. Donc, la question, c'est de savoir comment on mobilise un argent public qui a tendance quand même à être de plus en plus rare, faut pas croire, on ne vit pas dans un système d'abondance. Donc, l'argent public étant rare, comment le mobilise-t-on pour rétablir l'égalité des chances entre les étudiants? Force est de constater, ou alors il faut être aveugle, qu'il y a une partie des étudiants qui est en situation de précarité, voire parfois de très grande précarité, et qu'à l'inverse, il y a des étudiants qui sont pas du tout dans des situations de précarité, ne serait-ce que parce qu'ils ont des soutiens familiaux, ou parce qu'ils ont d'autres sources de revenus qui leur permettent de conduire leur projet académique dans de bonnes conditions. Donc je crois que plutôt que d'imaginer une allocation d'études qui nécessairement serait relativement faible, parce qu'elle serait versée à tous les étudiants, y compris ceux qui en ont peu ou pas besoin, il faut mieux envisager une allocation d'études qui soit d'un montant variable en fonction de la situation personnelle de l'étudiant, et pas nécessairement au regard de la situation de sa cellule familiale, si vous voulez, et donc aller revoir, pour dire les choses clairement, de fond en comble le système des bourses, pour aller vers une véritable allocation d'égalité des chances qui permette de soutenir un maximum les étudiants qui en ont le plus besoin, et je dirais de manière significative, les accompagner dans leurs projets professionnels et dans leurs projets d'études. Merci Stéphane Braconnier, nous arrivons à la fin de notre échange. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir posé toutes ces questions. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Parole d'université. À très vite sur Totis. Au revoir.